D'accord. Parce qu'ils ont trouvé ça bizarre, en fait. Le docteur, il était paniqué, en fait, parce qu'il ne comprenait pas. Ben voilà, et ils ont aperçu que le petit avait parlé. Voilà. Nous, on s'est aperçu de la fausseté du docteur Bataille, quand on s'est aperçu qu'elle avait déclaré quelques mois, au mois de décembre, quelques mois avant de me connaître, qu'elle me connaissait, que je faisais partie d'une secte, etc. Elle a écrit, on a les rapports, elle déclare que je fais partie, qu'on est venu à nombreux avec Sophie Julie dans son bureau, qu'on faisait parler les enfants. Le dommage, c'est que j'ai tout enregistré et tout filmé, donc on voit que c'est une forfaiture et des mensonges du docteur Bataille. Contre qui je porte plainte d'ailleurs après. Ouais, alors attends, on va lire. Donc effectivement, au moment où tu vas encore la voir, on a un petit peu des doutes sur elle. Mais des doutes, on se dit, elle a peut-être joué le jeu du père. Ouais, pour le coup, on ne peut pas encore l'accuser, parce que on a appris qu'elle avait fait un faux témoignage pour la cour d'appel. Pour le juge des enfants, la chambre spéciale des mineurs à la cour d'appel, qui passait le 20 février notamment. Et l'avocat qui a regardé le dossier nous a dit, il y a un rapport épouvantable sur vous. On dit, mais qui? Comment est-ce possible? Et on lui dit, le docteur Bataille dit, oui c'est ça, le docteur Bataille. Donc elle avait fait un rapport contre la mère, contre Jack, etc. Donc on ne comprend pas très bien, donc on commence déjà à avoir des doutes sur elle. Et puis on apprendra, dans le rapport qu'elle a fait pour la cour d'appel, elle explique qu'elle a déjà écrit le début décembre 2008 au procureur, que déjà la première partie de sa lettre, elle avait écrit au procureur pour dire qu'on faisait partie d'une secte. Alors là on ne comprend pas, mais si, quand on apprend le premier meurtre, le 30 novembre, les enfants vont mal quand on les voit la semaine suivante. Et donc Sophie prend un rendez-vous pour les enfants avec le père pour le lundi, jour de la rentrée scolaire. Donc, et elle dit au médecin, elle dit attendez, mais ils vont pas bien du tout, je voudrais que vous voyez-les, regardez-les bien, ils vont pas bien. Elle dit vous en faites pas, je m'en occupe. Et quand les enfants sont rentrés dans son cabinet, elle a dit au père, je suis avec vous. Et les enfants ne voulaient plus la voir, cette médecin. Et nous, on n'a pas encore compris, on comprendra par la suite, mais là, on n'a pas compris pourquoi elle dit au père, je suis avec vous. Et après, on s'aperçoit qu'en février, le père dit au médecin, comment tu sais ça? Il la tutoie, là. Donc elle a été au courant, je suppose, enfin bon, on verra, mais du premier meurtre. Donc ils sont plusieurs, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle lui dit, je suis avec vous, et après, quand elle lui dit, ils sont au courant de tout, il n'est pas étonné, et il dit, mais comment tu sais ça? Enfin, voilà. Et quand je pose au docteur Bataille la question, et vous avez dit, je suis avec vous, vous avez dit aux enfants, je suis avec vous. C'est enregistré, aussi, ça, c'est indubitable, c'est pas des histoires qu'on peut dire, s'ils n'ont pas existé, c'est enregistré. Elle dit, non, mais c'est pour une autre affaire, qu'avait à faire le docteur Bataille pour une autre affaire avec Éric Migaud, simple maçon qui ne connaissait pas 6 mois ou 8 mois avant. C'est quoi cette affaire? Pour une autre affaire, il fallait je suis avec vous. D'accord, donc le médecin Bataille... Là, on voit la complicité. Voilà, Bon, alors, voilà, oui, on s'aperçoit. Alors, je veux dire, quand Jacques est retourné la voir pour confirmer ce qu'avait dit le petit, enfin pour faire confirmer, oui, ce qu'avait dit le petit, donc elle le confirme. Mais, et 2-3 jours plus tard, lui, Eric, est allé avec les enfants qui avaient une bronchiolite chez ce médecin, qui lui raconte la visite de Jack, à nouveau. Et là, quand il sort de là, il téléphone à Sophie, furieux, en disant qu'est-ce que vous avez raconté à la bataille, etc. Enfin, il est furieux de savoir. C'est enregistré également. Voilà. D'accord. On enregistre tout. Hein. Ouais. Bon, donc voilà, alors, on a un petit peu de doute sur ce médecin, mais on ne sait pas encore, on ne sait pas tout. Et on croit qu'elle a bien dénoncé ce qui s'est passé. Là, on arrive en mai 2009. On a eu les enfants pour la fin avril, ils sont en vacances scolaires, on les a jusqu'au 4 mai. Alors là, la veille de retourner à l'école, ils se plaignent d'avoir des maux dans le ventre, d'avoir des douleurs. Ils se plaignent on ne fait pas trop attention, enfin bon, ils se plaignent beaucoup. Et en changeant le petit, en lui mettant une couche,
le dernier soir, elle fait comme d'habitude, elle lève les bottes et elle voit un anus Vraiment un anus dilaté, là. Ouais. dilaté et enflammé. Qu'est-ce qu'elle fait? Regarder deux autres, pareil. Abominable à voir, hein. C'est une horreur. Donc on a pris des photos. Il y a un avocat qui a eu le culot de nous dire « Oui, ça se trouve, c'est d'autres enfants. » Bon, alors de toute façon, même si c'est d'autres enfants, c'est abominable, mais qui, à 10h du soir, va aller prêter ses enfants pour qu'on prenne des photos de leur anus dilaté? C'est vraiment se foutre du monde. Donc on a pris des photos des enfants, en plus on voit mes mains, voilà, et les mains de Sophie, etc. On est quand même allé à l'hôpital pour que ce soit vu. Il voulait ensuite, le médecin qui a vu les enfants a dit qu'il fallait les envoyer à un spécialiste et tout, mais ils étaient avec le père le lendemain, donc on n'a pas pu le faire. Donc le 4 mai, on les ramène à l'école. Et puis là, Sophie, elle ne voit plus ses enfants, c'est fini. Chaque fois qu'elle va à l'école le vendredi chercher les enfants, il n'y a plus personne. Ils ne sont pas scolarisés. Ils étaient là le jeudi, mais pas le vendredi. Et pendant 11 jours, il n'y a plus personne chez le père, il n'y a plus personne à l'école. Les enfants ne sont pas à l'école, il n'y a pas de motif, les enfants ont disparu. Alors, on prévient évidemment la gendarmerie, le procureur, etc. Et ils disent de ne pas s'en faire. Il y a justement à ce moment-là le festival de Cannes, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin bon, voilà, c'était à ce moment-là. Et puis finalement, fin mai, donc on n'a pas de nouvelles des enfants, on a fait des plaintes pour enlèvement, mais n'a rien. Fin mai... Qui mène à ce que la gendarmerie nous dit « Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas ». Oui, voilà. Enlèvement d'enfants, mais il ne faut pas s'inquiéter. Vous inquiétez pas. Ils sont extraordinaires, les gendarmes. Ouais. Oui. Ouais. Donc les plaintes ne donnent rien, Non, toujours rien. Aucune nouvelle, c'est incroyable. Voilà, C'est tout pas de bonnement nouvelles, les incroyable. enfants ont disparu, le père a disparu, ils ne sont pas scolarisés, le directeur n'est même pas au courant, il n'a pas eu d'excuses, il n'y a rien, voilà. Mais c'est pas grave, vous en faites pas. Fin mai, donc on va se promener dans Grimaud, on voulait regarder les dates de concert, les heures de concert. Et puis on a un problème avec Jack, on s'était arrêté voir un petit arrêt pipi. Et au moment de redémarrer, ça ne redémarre pas la voiture. Parce que normalement, il y a un démarreur. C'est moi le truc d'électricité pour remettre le contact. Oui, le coupe-circuit. Voilà. Mais comme ça marchait sans coupe-circuit, donc on le mettait plus. Et puis là, on veut redémarrer, ça ne démarre pas. Donc Jacques est reparti à pied pour aller chercher ce coupe-circuit. Il y a quand même, oui, pas mal. Ouais. Et nous, on est restés toutes seules. On l'attendait dans la voiture. Et puis, à un moment donné, au bout de, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, on voit les 3 enfants sortir d'un petit immeuble. Oh, alors qu'ils habitent à 6 km de là. Hein. 10 km. 10 km de là. Donc on sort de la voiture et on s'avance vers les enfants. Et on les embrasse, on les prend dans les bras, on est heureux comme tout. Où étiez-vous? On était chez notre grand-mère en Dordogne, etc. Enfin bon, il y avait encore, je sais pas. Donc ok, et puis le père, fou furieux, qui téléphone tout de suite à la personne de chez qui il venait. Vous allez voir, etc. Complètement fou. Et puis ils arrivent à 2, donc, vers nous. Donc nous, on a les enfants dans les bras. Et puis, ils avaient su ce que nous avions dit chez les gendarmes. Donc il a dit, vous allez le payer, etc. Là, ils nous ont fait des menaces de mort. J'ai reçu, il m'a tabassé pas mal. Coup de pied, je suis tombée, coup de pied, coup de poing, etc. Enfin, j'en avais partout. Finalement, on réussit à rentrer dans la voiture, il a fermé la portière de côté Sophie, qui est montée sur le côté, à droite. Il a fermé la porte sur les jambes, à lui couper, mais elle les a rentrées à temps. Moi, j'avais fermé aussi, on a fermé complètement. Il y a un voisin qui est descendu pour essayer de séparer, de les calmer. Moi, j'étais dans un sale état. Finalement, dans la pente, Sophie fait repartir la voiture et on s'en va. Et on croise des gendarmes, parce qu'il a appelé les gendarmes. En plus, c'est lui qui appelle les gendarmes. Il appelle les gendarmes pour dire qu'on était venu le harceler. Et que je surveillais. Et qu'il les surveillait aux jumelles. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Et puis en plus, tout est enregistré encore, parce qu'on a l'habitude maintenant d'avoir donc elle a tout enregistré, on a toute la plainte, toute l'altercation. Donc moi, finalement, elle m'accompagne à l'hôpital, aux urgences.
Et puis j'ai vraiment très mal aux mains, etc. On me fait les radios. Et finalement, on trouve une fracture du poignet. Et on me dit, c'est la fracture la plus grave qui existe parce que c'est un os qui est très peu irrigué. Et donc, c'est pas une fracture qui se remet en 3 semaines, mais en 3 mois. Et finalement, ça va durer 150 jours, 5 mois. 150 jours d'ITT. Et il me reste une infirmité permanente. Donc, je porte plainte, évidemment, avec tous les certificats médicaux, hospitaliers, etc. 10 jours d'ITT pour commencer, parce qu'au début, ils ne donnent pas tout de suite ce qu'il faut, mais après, j'ai donné tous les certificats qui ont été donnés. Et dès le mois d'août, alors que je suis toujours dans le plâtre, dès le mois d'août, le procureur classe sans suite. Alors, je relance à la fin des jours d'ITT, et de l'IPP, je réécris au procureur pour lui demander de rouvrir, je lui dire mais vous avez classé un peu trop vite parce que les ITT ne sont pas terminés et surtout j'ai eu une IPP. En plus cette IPP je ne peux pas l'inventer, elle est vue par un appareil électronique. Elle est visible, voilà c'est ça, je veux dire qu'on ne peut pas l'inventer, c'est un électromyogramme, je ne sais pas quoi, enfin bon. Donc, pour les réactions également. Voilà. Pas seulement la photo, la radio, mais les réactions. Les réactions aussi. Donc elle rouvre le dossier, elle me dit mais de toute façon j'allais le rouvrir, bon ok très bien. Et elle me fait, alors je dis j'aimerais avoir un médecin qui maintenant me donne le taux d'IPP, d'invalidité permanente. Donc elle me fait convoquer par un médecin, je crois que c'est un médecin qui va regarder les taux d'IPP, finalement non, il était là pour contester mes 150 jours. Alors que j'ai eu 150 jours, le bras dans le plâtre. Et que ce sont des radios qui disent que s'il y a une fracture, c'est pas moi. Et la radio, si on a continué le plâtre, c'est pas marrant, hein. Si on a continué le plâtre, c'est parce que la fracture était toujours là, qu'elle ne se fermait pas. Donc il a ramené, mais quand même, de toute façon, c'est la même peine, il a ramené à 30 jours mon ITT, alors que je suis restée 150 jours dans le plâtre. Et alors, il faut savoir qu'en matière de justice... par la suite, ça a été classé sans suite encore. En matière de justice, quand on s'attaque à une personne âgée, parce qu'elle est témoin, qu'on le fait en réunion, de façon préméditée, et il y avait tous les ans, voilà. Ça mérite 15 ans de prison. 15 ans de réclusion criminelle. 15 ans. Là, c'est sans suite. Classement sans suite. Pour Éric Mignot, c'est sans suite. C'est incroyable, quoi. Donc, il n'a pas été poursuivi. Rien pour cette histoire. Rien. 15 non-présentations d'enfants. C'est pas grave, aucune importance. 15 non-représentations d'enfants, classement sans suite. Alors que je connais plein de mamans, pour une non-représentation d'enfants qui sont en prison. Hein, faut le savoir ça. 2 mois de prison, mais je peux en citer plein des mamans. Là, rien. Donc Sophie a fait une citation directe. Elle est passée devant le juge correctionnel et relax. Alors que là encore, ce qu'on espérait, c'est qu'avec une peine, on ne lui demande pas qu'il aille en prison, une peine avec sursis, pour qu'il fasse attention, qu'il ne récidive pas. En plus, il y avait l'histoire des peines planchées, donc s'il avait eu une petite peine, il savait qu'il ne pouvait pas recommencer. Bah là, il peut faire autant qu'il veut. Hein. Et là, il continue aujourd'hui de plus belle. On a un nombre phénoménal de non-présentations d'enfants, beaucoup plus que 20. Et il a le droit de tout faire, monsieur. Malgré les décisions de justice qui donnent le droit de visite à la maman, non, c'est pas grave. La justice et la police, ils s'en foutent. Il le dit. Et il n'en a rien à faire. Les gendarmes, ils n'en ont rien à foutre, dit-il. Ouais. Voilà. Donc il est à un niveau de protection qui est... Voilà. Pourquoi? C'est qu'on l'a vu, enfin moi j'y étais pas, mais Sophie l'a vu, il est devant les magistrats, il est presque injurieux. Mais il est injurieux. Les magistrats disent ça frôle l'injure à magistrat. Néanmoins, on lui donne raison toujours. C'est extraordinaire. Alors donc, oui, qu'est-ce qui se passe après Alors après, vous avez porté plainte comme on voyait que les plaintes n'avançaient pas à Draguignan, Jacques a porté plainte à Nice, auprès du procureur Éric de Montgolfier. Oui. Alors quand on s'est aperçu déjà que... alors oui, on s'aperçoit aussi dans l'enquête là, que le docteur Bataille... Attends, tu vas le dire là. On s'aperçoit que le docteur Bataille est peut-être pas ce qu'on pensait. Il y a des trucs bizarres parce que Jacques demande au gendarme en salle, il dit mais le docteur Bataille vous a bien dit qu'il y avait eu la visite d'Éric Mignot avec Hugo le lendemain?
Très Il précisément. ne veut pas nous le dire. Très précisément, je demande Voilà. à M. Ancel, le gendarme enquêteur, de voir la plainte du docteur Bataille. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que je ne comprends pas leur attitude. Ouais. Comment ça se fait? Il n'y a pas d'instruction sur les faits criminels. C'est obligatoire. Et il me dit qu'il ne peut pas me la montrer. J'ai écouté, si vous ne pouvez pas la montrer, d'après tous les éléments que j'ai aujourd'hui, le docteur Bataille a fait un faux. Donc je porte plainte contre elle. Elle me dit pas possible, c'est pas possible. Il téléphone au procureur qui dit c'est pas possible de porter plainte contre elle. Et je dis mais pourtant si je porte plainte, j'enlèverai ma plainte si elle dit la vérité. Non, non, c'est pas possible, pas de possibilité de porter plainte contre elle. Il voulait fermer le dossier. Alors, je téléphone, je rencontre à Nice, j'écris d'abord au procureur Montgolfier pour lui signaler les faits où je veux déposer plainte, et je suis convoqué par un bureau de police, de gendarmerie de Nice, De police. de Nice, qui prend ma plainte, notamment que ma plainte était étayée avec les films de tout ce qui s'est passé avec le docteur Bataille, montrant sa participation indirecte, sa complicité de crime et ses forfaitures. Donc il porte plainte pour dénonciation calomnieuse de la part du docteur Bataille. D'accord, oui. Et pour contre aussi l'éducateur spécialisé qui a fait un faux rapport, un rapport très mensonger au mois d'octobre 2008, qui permettait au juge de redonner encore les enfants au père. Donc il porte plainte contre lui. Moi, des choses dont je peux prouver le contraire. Donc c'est très clair. Je donne toutes ces preuves aux gendarmes, aux policiers qui m'interrogent à Nice. Et ça a été un coup très heureux parce que le lendemain, Ouais. on est mis en garde à vue. Mais alors attends, j'ai oublié quelque chose de très important. C'est que il y a eu, quand on a plus vu les enfants au mois de mai, il se trouve que le 25 mai a eu lieu une audience chez le juge des enfants. Sophie, encore une fois, n'a pas été convoquée. Ils ont encore envoyé à l'autre adresse. Et non, ils l'ont envoyée plus tard, si bien qu'elle l'a eu que le lendemain. Et entre-temps, alors là, on lui avait tout retiré. Plus de droit de visite du tout. Dans cette audience-là. Voilà. Ouais. Et c'est après qu'on va rencontrer Eric dans la rue et qu'il va me casser le bras. D'accord. Voilà. Alors là, dans cette décision du juge des enfants, c'est que des mensonges. Du docteur Bataille, qui raconte que Sophie et Jack sont allés ensemble dans son cabinet avec les enfants. Avec les enfants pour leur faire dire des choses, etc. D'accord. Alors que les preuves, on a moi j'ai tous les enregistrements, depuis mon premier jusqu'au dernier, chez le docteur Bataille. On voit que c'est pas vrai. Et Sophie n'est jamais allée chez le docteur Bataille. Jamais. Alors elle là... lui a écrit, envoyé des lettres recommandées, des lettres simples, pardon, pas recommandées, des lettres auxquelles le docteur Bataille a répondu également par écrit. Donc on voit qu'elle n'est jamais allée chez le docteur Bataille depuis le début de l'affaire. Donc il ment, quoi. Ah oui, oui, ah oui. elle ment. C'est que ça, ment, c'est que des mensonges. Que des mensonges. Une complicité de crime évidente. Elle dit Ah oui, alors, on fait dire donc par le docteur Bataille que les enfants subissent des pressions. On ne dit pas par qui, mais évidemment le juge dit que c'est par Sophie et Jack. Fait des pressions, et que vous êtes allés ensemble chez le docteur Bataille pour lui demander un faux certificat pour leur divorce, pour le divorce de Sophie avec Eric. Ils n'ont jamais été mariés. Oui, oui. Et qu'en plus, la décision du JAP, elle a 3 ans ou 4 ans, donc que des trucs comme ça. Des gros mensonges. C'est facile à prouver. Hein. Et ça passe, quoi. C'est-à-dire la justice, elle ne voit rien. Non, mais non. La justice s'en moque, que ce soit vrai, pas vrai et tout. Les gens qui fonctionnent ensemble, que je décrirais comme des membres d'une église des pouvoirs, se permettent tout. La justice, c'est pas grave, on peut pas remettre en cause une décision de justice d'un magistrat parce qu'il a le pouvoir d'appréciation, et tant qu'il n'y a pas un politicien pour lui dire attendez, là, il faut faire respecter la loi, il faudrait par exemple faire un examen des crimes lorsqu'il y a dénonciation de crimes, et obligatoirement une étude de fait. Et il faudrait vraiment faire ça. Non, ça compte pas. Ils ont décidé de faire comme ça. Il y a vraiment une interdépendance de silence, d'omerta, non seulement avec les magistrats et les politiciens, mais également avec toute la sphère publique. Le médecin, docteur Bataille, c'est pas magistrat ni juge. Les services de l'enfant, c'est pas magistrat ni juge. Les services de l'école, c'est pas magistrat ni juge.
il y a vraiment une complicité globale. Ils ont mis au pouvoir des gens qui ont fait dire à Sarkozy, à qui une de ses amies téléphonait sur l'affaire, qu'est-ce que tu as à faire dans cette affaire? Fous le camp, je n'y peux rien, ils sont pourris dans le sud, fous le camp ici tout de suite. Ça, c'est ce que, une amie, ce qui a été dit à une amie de Sarkozy. Une journaliste, amie de Sarkozy, qui a son portable, qui lui avait téléphoné pour parler de cette affaire, et qui lui a dit, écoute, je peux rien faire, quitte cette région, elle est pourrie. Voilà. Il faut dire que Sarkozy est obligé de taire les crimes, il est obligé de se rendre complice des crimes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il risque, Sarkozy? Pourquoi il ne veut pas faire une enquête criminelle comme c'est obligatoire? Surtout de la faire ailleurs, au moins. Par une brigade particulière. Bon. Que les gens, je comprends qu'il y ait des pressions sur certaines personnes, c'est tout à fait possible, évidemment. Mais donc tout le monde n'est pas libre, il faut changer de tribunal, on va ailleurs, des gens qui n'ont rien à voir avec le local, et puis ils auront donc une vue plus objective des choses, évidemment. Et quand je dis Sarkozy, c'est pas Sarkozy parce qu'il est de droite. J'ai prévenu Hollande, recommandé Monsieur Hollande, son épouse de l'époque qu'il a quitté. Valérie Trierweiler. Oui. Voilà. Je l'ai prévenu également avec le détail, le DVD, toutes les preuves. J'ai prévenu tous les ministres en lettres recommandées avec accusé de réception. Ils ont Madame Taubira, etc. Ah oui, oh là là, oui. Qu'elle vienne pas se disculper, voilà. Alors là, tout le monde est prévenu. Qu'elle soit pas au courant, d'accord. Comme précédemment, j'avais prévenu même Michel Alliomarie, parce que je faisais partie de son club, le siècle, le Chêne. Je l'ai prévenu, remis le dossier, elle est au courant de tout. Il a remis le dossier au Sénat en main propre. Voilà, c'est une histoire vraiment... Il n'y a jamais personne qui a bougé dans tous ces jours-là. Personne ne nous a jamais même, ne serait-ce que rappelé, quoi. L'obligation de Mersin. Le seul qui nous ait répondu, c'est Dupont-Aignan. Oui. Mais en nous disant, je vous souhaite bonne chance, quoi. Mais enfin, il a répondu. Il ne peut pas faire grand-chose, mais il a répondu. Oui. Les journalistes, rien. Pourtant, partout, si vous voulez, j'apporte toujours, en tant qu'avocate, je sais comment on monte un dossier et comment on croit les gens ou pas, je sais. Mais le site et donc on apporte les pièces qu'il faut et les arguments qu'il faut. Le site Mediapart, je suis abonné à Mediapart. Je dis à Mediapart, je raconte, on a envoyé ensuite les pièces, toutes les preuves. Ils osent me répondre, l'affaire Amélie Lisa n'existe pas, c'est un hoax. Mediapart. C'est qu'eux aussi sont obligés de le dire. On se demande qui les stipendie, ces gens-là. Ces gens-là sont obligés de le dire pour dire une chose pareille. Ah bah ouais, voilà. Il y a une interrogation. Moi maintenant, j'ai plus rien à dire, j'ai tout dit. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Tout ce que je sais, je l'ai dit. Bon, il n'y a plus rien à inventer. Si vous voulez, pas à inventer, à décrire, à répéter, à réciter. Selon ce qu'ont dit les enfants, il n'y a plus rien d'autre à énoncer. Tout a été énoncé. Alors est-ce qu'on trouvera pire demain? J'en sais rien. Comme c'est parti là, il semble que la toile d'araignée s'étend, au point que on rencontre des mamans qui subissent exactement la même chose. Un petit peu comme le gendarme qui était dans la voiture me disait, c'est bizarre, c'est la deuxième maman à qui on enlève les enfants, de jeunes gendarmes qui ne comprenaient pas. Donc est-ce que cette affaire-là est généralisée et tenue à l'écart et tenue silencieuse, comme l'affaire Amélie Lisa aurait dû être tenue silencieuse, parce que il faut savoir qu'Amélie Lisa, c'est un gendarme. Comme quoi ils ne sont pas tous pourris, les gendarmes. Oui, voilà. Alors, c'est quoi la genèse du nom? Amélie Lisa, c'est un gendarme. On découvre, avant de passer au tribunal... non, mais j'aurais voulu dire justement ce qui s'était passé. Alors vas-y, je te laisse. Voilà, il y a d'autres choses qui se sont passées avant. Je fais dans l'ordre parce que c'est pas facile forcément à comprendre. Donc j'en suis en juin 2009. On ne voit plus les enfants. Sophie a perdu son droit de visiter l'hébergement. Elle peut les voir à un point rencontre qui n'aura jamais été mis en place. Et en juin, Jacques est convoqué par le procureur de Nice, Éric de Montgolfier. Il se fait entendre par la police. Il porte plainte contre le docteur Bataille pour dénonciation calomnieuse et contre l'éducateur spécialisé. Et moi, j'en profite pour porter plainte également pour dénonciation calomnieuse contre une personne de la PJJ, la prévention de la jeunesse en justice, qui a fait un faux témoignage, ce qui n'a pas d'importance pourtant, mais le juge se sert de ce témoignage-là, qui, vrai ou faux, n'a aucune valeur, mais il s'en sert quand même pour ne plus donner les enfants à Sophie le 26 mai 2009. En gros, ah oui, truc énorme, ah oui, oh là là.
En février 2009, les enfants, ils en sont à leur deuxième assistance d'assassinat. Ils n'en peuvent plus. Et ils disent à leur mère, mais maman, il faut faire quelque chose, il faut le dénoncer ça, il faut aller à la police. Et leur mère leur dit non, moi je veux pas. Et dit mais maman, si tu dis ça, on peut pas savoir, si tu n'y vas pas, tu peux pas savoir. Peut-être qu'ils vont accepter. Et puis, et Sophie avait donné les DVD des enfants, enfin les enregistrements des enfants, à justement un ami policier, qui a tout vérifié, qui a dit attendez, je vous amène moi à la brigade des mineurs, c'est pas normal, faut pas rester comme ça. Là c'est non-assistance à personne en danger. Hein. Donc il lui a dit vous allez à la police. Donc il a dit je vais aller avec vous. Et il a pris un rendez-vous, donc on avait les enfants tous les 15 jours, donc il fallait trouver un lundi où il n'irait pas à l'école. Et lui donc il avait un stage, etc. Donc finalement on trouve le 9 février 2009, le lundi, on va à Toulon à la brigade des mineurs. Pour que les enfants soient entendus, ils voulaient parler. Ils voulaient que ça s'arrête. Donc là, ils sont entendus. Alors, encore une façon d'entendre les enfants. Le dernier, il a 4 ans et demi. Et la personne qui l'interroge lui dit « Qu'est-ce que tu as à dire ?» Il dit « Bah rien, pauvre gosse. » Voilà. Bon, enfin, les deux autres ont parlé. Oui. Donc ils ont parlé. Et quand ils sont sortis de là, la personne, Madame Bellel, qui a entendu les enfants, elle dit à Sophie, les enfants ont parlé de meurtre et de viol. Donc voilà, on le sait. C'est Madame Bellel de la gendarmerie, de la brigade de mineurs, de la brigade de Toulon, de la brigade des mineurs de Toulon, qui le confirme à Sophie. D'accord. Voilà. Là-dessus, Sophie en profite pour dire n'envoyez pas ça à Draguignan, mais plutôt, elle voudrait que ce soit le procureur de Toulon qui s'en occupe, Monsieur Cazenave. Donc on va au palais de justice, parce qu'il y a 2 palais de justice. Donc on va au palais de justice où se trouve le procureur. Et on ne peut pas avoir le procureur comme ça, donc on lui dit vous faites un courrier. Donc elle a fait sur place un courrier qu'on a envoyé immédiatement en lettre recommandée pour qu'il veuille bien prendre cette affaire. Néanmoins, donc il refuse, donc ça retourne à Draguignan. Ça retourne à Draguignan. Voilà. Et les enfants, donc les auditions des enfants, logiquement, doivent aller à Draguignan. On arrive, je reprends, on arrive en juin, vous allez à Nice chez les docteurs, chez le procureur. Et alors, ce jour-là, où on était avec les enfants à la brigade des mineurs, moi j'étais avocate au barreau de Toulon, donc je connaissais des gens, et j'en profite puisque c'est le tribunal pour enfants, je connaissais quelqu'un au service de l'enfance justement. Donc j'en profite pour aller lui dire bonjour. Et quand j'arrive, il n'est pas là, il n'est plus là, il est à la retraite. Donc on me dit, vous voulez voir quelqu'un d'autre ? Je dis, après tout, je suis là, pourquoi pas ? Donc je dis, oui, d'accord. Donc je vois une dame, et puis, elle me demande pourquoi je viens et tout. Je dis, je voulais voir monsieur là en question. Elle me dit, il n'est plus là et tout. Puis elle me dit, mais qu'est-ce qui vous a amené là ? Alors je lui raconte un peu notre affaire. Et puis, elle me dit, mais c'est très grave et tout. Je dis, oui, c'est grave. Et elle me dit, vous me permettez que je fasse un rapport ? Je dis, allez-y, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, je quitte. Et finalement, elle a fait un rapport, faux encore, pour le juge des enfants. Mais là c'est ridicule parce qu'elle dit que je suis venue dénoncer je ne sais pas quoi, enfin un truc épouvantable, devant les enfants, que j'ai donc perturbé les enfants, que j'ai parlé devant eux et tout. Alors de toute façon, je ne suis pas d'abord allée avec les enfants parce qu'ils sont intenables, son bureau est tout petit, on est juste elle et moi en face, une petite table. À un moment donné, les enfants sont rentrés d'ailleurs, sans frapper, sans rien, ils se roulaient par terre, ils touchaient à tout, elle était folle, elle leur a vite donné un truc pour qu'ils s'en aillent. Mais tout le temps où j'étais avec elle, je parlais. Mais de toute façon, quand bien même aurais-je parlé devant les enfants, je ne vois pas en quoi ça peut les traumatiser de raconter ce qu'ils nous ont raconté. Je crois que le plus traumatisant, c'est ce qu'ils ont vécu. Hein, bon, donc déjà ça vaut rien. Alors elle dit simplement que j'ai parlé devant les enfants et le juge en a profité pour nous mettre ça sur le dos et pour justifier un argument de plus pour justifier de retirer les enfants, que la mère ne les voit plus du tout. Et ça ne tient pas debout. Parallèlement à ça, les enfants se sont confiés à un ami pour leur dire que là-bas, quand ils étaient à Gémillac-le-Grand, où habite le père, c'est courant, Éric Migaud couche avec sa mère.
les oncles. frères et sœurs couchent, tout le monde couche ensemble, les enfants couchent avec et sont violés là-bas aussi. Voilà ce qu'ils ont raconté à un ami, ouais. voilà, qui fait sa déposition également. Qui a déposé le même jour. C'est habituel là-bas. Ils ont dit que c'était, le père a dit que c'était comme ça, que c'était d'habitude comme ça, et qu'il ne fallait pas que les enfants s'inquiètent, c'est normal ce qu'ils font. D'accord, quand ils vont dans la famille de... Voilà, Jumillac, ouais. Et ça avait commencé en 2007. Juste avant les faits que nous avons appris, ça avait commencé au mois d'août, donc, où ils étaient avec leur père. Ouais. Ça a commencé à ce moment-là, pour les 3 enfants, avec les oncles, les tantes et d'autres, les oncles, la mère, la grand-mère, donc, et puis d'autres enfants. Hein. Oui, et puis il est bon. difficile d'aller plus loin, si vous voulez, dans les affaires de justice, parce que quand un juge fait quelque chose de pas bien, il va au Conseil supérieur, il est inquiété par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais là, Madame Druéral, qui est le procureur, est au service Elle est dans le bureau. au Conseil supérieur de la magistrature. Elle est numéro 2 du Conseil supérieur de la magistrature. Et l'autre procureur, l'ancien procureur également, en fait partie. Christian Girard était secrétaire. Girard. Alors, Conseil comment supérieur de la voulez-vous que les... Donc oui, ils sont censés être jugés, ils sont jugés partis, quoi. Non, ils seraient juges d'eux-mêmes, Voilà, c'est éventuellement. impossible, ouais, d'accord. Ça serait un détournement de pouvoir, à la limite, si on avait à s'adresser au Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est inextricable, inextricable. Et qu'est-ce qui se passe Alors là, donc, on dépose nos plaintes. Ouais. Et le lendemain, donc moi j'avais le bras dans le poignet dans le plâtre. D'accord. Le lendemain, on me convoque à la gendarmerie de Grimaud pour mon poignet. Alors que j'avais fait mes dépositions, mais enfin bon, c'était pour terminer, je sais pas quoi, enfin bon. Et puis on me demande de venir aussi avec Sophie et Jack. Je dis, mais attendez, il n'y a pas de raison. Elle dit, si, comme témoin, etc. Je dis, ben Jack n'y était pas. Donc il n'y a pas de témoin, c'est elle, c'est ma fille, effectivement, mais bon, elle a fait déjà une attestation, etc. Non, il faudrait que vous veniez. Je me présente, et là, je vois un immense monsieur qui vient vers moi, il me dit, vous êtes mis en garde à vue. Je dis, bon, pour dénonciation calomnieuse. Alors, j'ai jamais rien dénoncé. Donc je comprends pas, mais enfin je dis, bon, bah, ça va s'arranger, on va s'expliquer, moi ça me dérange pas. Et puis finalement, ils vont sur le parking un peu plus haut, ils découvrent Jacques dans la voiture, enfin ils le cherchaient parce qu'il faut le savoir, ils ne le connaissaient pas sinon. Et ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené aussi en dénonciation, pour dénonciation calomnieuse. Donc voilà, en garde à vue. Et puis ensuite ils viennent faire une fouille chez moi, ils rentrent dans la chambre. Ouais. Et à plusieurs. Hein. Et puis là, ils ouvrent la porte, ma fille qui hurle, qu'est-ce que vous faites, etc. Mais c'était les gendarmes. Ils l'ont emmenée en chemise de nuit. Enfin bon, elle n'a pas voulu s'habiller. Hein. Enfin, elle a été pressée, etc. Elle est partie en chemise de nuit, ça a duré 36 heures. Donc ils ont tout fouillé dans la maison. Ils ont pris les pièces à conviction. Ils nous ont pris les dessins des enfants. Voilà. Joli, hein. C'était ça en fait. Voilà leur pièce à conviction. Bon, enfin, on en a quand même, heureusement, on a regardé. Ils nous en ont pris pas mal. Pièce à conviction, c'est sous scellé. Donc, si ça se trouve, il n'existe plus d'ailleurs. Mais enfin bon, il y a les dessins des enfants. C'est surtout ça qu'ils nous ont pris. Les agendas également, les agendas. Les agendas, j'avais noté. Voilà. On notait tout ce que nous disaient les enfants. Enfin, on l'a noté aussi ailleurs. Mais enfin, on notait également là. Et ils nous ont pris ça. Ils n'ont toujours pas été rendus. On peut supposer qu'ils vont être. Qu'on ne va pas les retrouver. Ils n'ont toujours pas été rendus. C'est pas grave, on a tout en double, en triple, en quadruple. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà. Donc, on est en juin, donc on est mis en garde à vue. Ça fait un sale coup quand même. Parce que, alors, donc, on est entendu, c'est pas le fait d'être entendu, hein, mais simplement c'est que chaque fois que ça s'arrête, que l'interrogatoire s'arrête, on vous enferme dans un cachot, là. Qui est généralement pas très joli, pas très beau, assez sale, une couverture, un truc dur sur le côté, une lucarne très haute, puis une grosse porte en fer là qui vient se fermer. Moi, c'était terrible. Moi, ce qui m'a gêné, c'est quand ils m'ont fait mettre à poil, surtout que j'avais mal à l'épaule, et puis qu'ils m'ont dit écartez les jambes, soulevez vos couilles, etc., m'humilier vraiment, prendre des photos. Ça, c'est désagréable. Heureusement que j'ai 75 ans, mais c'est très désagréable. Humilier les gens, c'est très désagréable. Moi, j'étais bien traitée, hein, je peux pas. J'étais bien traitée. Enfin bon, c'est l'ensemble qui fait que c'est pas agréable, évidemment. L'interrogatoire, c'était bien, évidemment. Enfin, ça allait, bien sûr. Alors, à chaque fois, c'est amusant, celui qui m'interrogeait, pas très agréable au début, puis après, bon, bah, il comprenait, était bien. Il me remettait au cachot, et puis il me ressortait, et là, il était rechargé à bloc. Il revenait d'avoir un coup de téléphone avec le procureur.
Et là, il recommençait, il dit oui, votre fille, je sais pourquoi elle a fait tout ça. Je dis, mais pourquoi? Il dit, elle en veut au père. Elle voulait se venger du père. Je dis, mais elle n'a pas déposé plainte contre lui. Ah oui, c'est vrai. Elle dit, mais elle fait ça pour récupérer ses enfants. Je dis, mais elle les avait, ses enfants. Elle avait les enfants, elle avait la maison, elle avait une pension alimentaire. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Elle laissait le père voir les enfants autant qu'il voulait. Ça tient pas debout. Ça tient pas la route. Ah non, bien sûr que non. Et la plainte, elle n'a jamais été faite contre le père. Alors, elle ne parlait pas de vouloir se venger du père, de se venger de rien du tout. Et moi, je n'ai jamais pu avoir une suite à la plainte déposée contre le docteur Bataille, Ah oui, malgré ses complicités. Toutes nos plaintes sont restées sans suite, toutes. Ouais. Chaque Le fois, c'est docteur classé Bataille sans s'est suite. même permis de déposer plainte contre moi. Un gendarme est venu subrepticement un lundi des vacances, je ne devais pas être là, déposer une convocation pour moi, puis c'est la plainte du docteur Bataille dans ma boîte aux lettres, dans une boîte aux lettres qui n'est pas ma boîte aux lettres officielle. Comme par hasard, moi qui ne regarde jamais dans cette boîte aux lettres, qui sert jamais, ce jour-là je suis passé, j'ouvre la boîte, je trouve la convocation du gendarme. Ah ben, je dis chic alors, c'est bien, je me rends à la convocation. Le gendarme me dit, vous n'êtes pas obligé de répondre, etc. C'est pas important, il faut juste que je réponde rapidement. J'ai dit au contraire, moi je désire vous donner tous les détails, répondre à toutes vos questions. Et j'amène pour ce gendarme un DVD avec toutes les preuves, des forfaitures, des crimes, etc. Et je demande qu'il y ait une suite. Là non plus, aucune suite. Aucune suite. Non, jamais rien. Ni du docteur Bataille, donc je ne peux pas être inquiété, ni de moi contre le docteur Bataille, tout ça, il faut l'omerta. Oui, c'est-à-dire, oui, même dans l'autre sens, quand lui a Dans porté l'autre sens, pas, voilà. ils ont préféré dire on laisse tomber, on va Vous pas avez aller, compris, exactement. C'est épouvantable. Je voudrais quand même dire une chose très importante, c'est que jusqu'au mois de mai 2009, entre le 6 décembre et la fin avril, on a appris quand même 16 meurtres de la part des enfants. Ah oui. Ah bah oui. 16. C'était un petit garçon, une petite fille, ensuite c'était 3 par 3, après c'était 2, 1, etc. Au total ça fait 16. En indiquant aux gendarmes Voilà. les endroits où ça se passe, On a chez les qui, lieux, où il y a les gens. certaines personnes, d'autres qui n'ont pas pu nous dire qui c'était, ils ne les connaissaient pas, mais certaines personnes qui connaissent. On a donné les noms et tout à la gendarmerie, hein, ils savent tout. Ouais, évidemment. La gendarmerie Rien a n'a bougé. tout le détail. Tout le détail. La justice forcément, puisqu'elle a également récupéré les DVD avec toutes les preuves. Mais malgré les convocations de la gendarmerie, qui ne sont donc pas des plaintes, on n'est pas à l'initiation d'une plainte, Sophie n'a même jamais été Non. invitée par les gendarmes. Et ils la mettent en garde à vue. Attendez, Elle a elle jamais n'a parlé, jamais ça. été amenée à s'expliquer. Ouais, elle Et est ils la mettent en garde à vue pour dénonciation calomnieuse contre le père, alors qu'elle n'a jamais porté plainte contre le père. Si sa lettre au président de la République. Ouais. Mais encore, la lettre au président de la République, c'est pour dire ce qui C'est se un passait. signalement. Oui, c'est Et pas- elle c'est demandait pas un un repas, dépaysement. quoi. Un signalement. Elle demandait un dépaysement. Pour demander le Et puis dépaysement. elle est obligée de toute façon. Toute personne qui apprend que des enfants sont en danger se doivent de prévenir. C'est la moindre des choses. La justice, elle sert à ça. Et qu'est-ce qui se passe alors après pour Alors donc on a été mis en garde à vue. Donc alors je vous dis, alors le soir on nous a séparés, on m'a mis à Sainte-Maxime, Jacques a été emmené à Saint-Tropez, Sophie est restée à Grimaud. Alors il faut vous dire que quand on a été mis en garde à vue, c'est assez spécial encore, la gendarmerie de Grimaud a été fermée pour avoir que nous 3. Il n'y a personne d'autre ce jour-là. On a tout fermé à clé ce jour-là, personne n'a été reçu ce jour-là. C'était que pour nous. Il est arrivé plein de gendarmes. Il y avait des gens de Paris, de Marseille. Il y avait à un moment un nombre invraisemblable de gendarmes. Et on était tous les 3, donc chacun dans une pièce différente. C'était l'affaire d'État. On n'avait pas le droit de se parler, on n'avait pas le droit de... Voilà. Ouais. Et la nuit, on nous a mis chacun dans une gendarmerie différente. Et puis le lendemain matin, donc moi j'ai même pas eu de petit déjeuner. Toi tu as été Oui, soigné, j'ai été je crois. gâté, moi. Et puis on a pris les empreintes, on a pris plein de trucs, les photos, etc. Et puis ensuite on a été emmenés dans fin d'après-midi pour nous présenter au procureur. Alors, ouais. Là on a vu une femme dans un état de se droguer, c'est pas possible, avec les yeux exorbités, complètement... Bon. De qui tu parles là? Ah oui, il faut le dire. Ben, il faut le dire.
Bah oui, on remarque que c'est Madame Arnouille. Hein. Le procureur Arnouille. Le procureur Arnouille, donc Voilà. c'est la dame qui vous a reçu. Qui voulait Voilà. vraiment nous mettre en taule, parce que lorsqu'on a interrogé les gendarmes qui nous amenaient, ils nous ont dit alors, bon, bah, de toute façon, là-bas vous mangez bien, vous mangerez bien, etc. Puis comment on mangera bien?